Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau BADA consacré aux échanges avec le public qui vient d'assister à notre conversation sur deux sujets, celui du président de la République devenu chef d'orchestre et celui de la concurrence entre les BRICS et le G20. Je dis notre conversation, elle rassemble Jean-Louis Bourlanges, président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, Nicole Nisotto, vice-présidente de l'Institut Jacques Delors, Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova, et Richard Verly, correspondant à Paris du quotidien en ligne suisse, j'allais dire BRICS. Non, pas... BRICS, non. C'est juste Blick. Blick. La première question nous est posée ici. Bonjour, merci. Tout d'abord, monsieur Philippe Meyer, je voudrais vous remercier, vous et votre équipe, pour le travail formidable que vous faites. Et ma question est relative au sujet numéro 2 que nous avons abordé, enfin que vous avez abordé avec vos intervenants tout à l'heure. C'est la problématique des BRICS et du G20. Alors en fait, la question que je me pose, c'est de savoir si réellement on attend quelque chose de particulier de deux organisations qui ne sont pas des organisations. Ce sont tout simplement des forums qui n'ont ni mandat ni structure, et donc tout simplement on ne peut rien espérer. Je crois qu'il faut rappeler quand même cette donnée élémentaire, et qu'on ne peut pas espérer quelque chose qui soit relatif ou comparable à ce que fait l'ONU par exemple. Alors maintenant, sur la raison d'être de ces deux forums, moi je pense quand même qu'ils ont malgré tout, et quoi qu'en dise Madame Nisotto, une certaine utilité dans la mesure où justement leur travail peut consister en une forme de travail préparatoire qui se greffe, qui peut se greffer sur ce que va faire l'ONU ou les autres organisations multilatérales véritablement structurées. Donc je voulais avoir l'avis de vos intervenants sur cette question-là. Nicole Nisotto. Oui, merci monsieur. Vos deux points sont un peu contradictoires parce que à quoi ça sert et en même temps ça sert. Mais moi, ce que je dirais, en particulier pour les BRICS, c'est vrai que la seule chose qui les unit vraiment, c'est l'anti-occidentalisme. Voilà, ils détestent entre guillemets l'Occident pour des raisons historiques, pour des raisons institutionnelles, parce qu'on a accaparé le pouvoir dans les institutions traditionnelles, etc., etc. Mais premièrement, ils sont très divisés entre eux. Deuxièmement, ils détestent l'Occident, mais beaucoup vivent de l'aide occidentale, beaucoup de l'aide américaine, l'Égypte notamment, l'Inde qui vient de signer un accord militaire avec les États-Unis, l'Érythrée qui ne vivrait pas sans l'aide internationale. Donc c'est vrai qu'ils sont anti-occidentaux, mais c'est vrai en même temps que beaucoup ne vivraient pas sans l'aide de l'Occident. Mais surtout... ce que je voudrais dire, c'est que ils se contentent, et c'est là où je pense on peut être déçu. Moi, j'attendais beaucoup des BRICS, parce que je suis convaincu depuis longtemps, et je l'écris depuis longtemps, que l'Occident ne veut pas s'apercevoir qu'il est en train de perdre le pouvoir. Mais après tout, c'est pas dramatique, c'est un cycle historique de 5 siècles qui passe à autre chose. Mais ce que je reproche aux BRICS, c'est d'être constamment dans la revendication et dans la critique. C'est-à-dire, ils nous critiquent, mais il faut qu'on les aide. Par exemple, sur le réchauffement climatique, ils le feront pas si on finance pas leur propre transition environnementale. Et à aucun moment, ils ne sont une force de proposition. Je n'ai jamais vu, ni sur le climat, ni sur quelque sujet que ce soit, sauf peut-être un peu sur l'Ukraine, où on a vu Lula, mais en tant que Brésil, pas en tant que BRICS, proposer d'être peut-être une médiation pour la résolution du conflit en Ukraine, mais sur les grands sujets, sur le climat, sur l'inégalité, sur la pauvreté dans le monde, les BRICS sont incapables de formuler une proposition que les autres seraient obligés d'étudier, en particulier aux Nations Unies. Et ça, je trouve que c'est quand même trop facile d'apparaître comme occidental et de ne rien faire, de ne rien réfléchir, sauf de demander de l'argent et demander qu'on leur laisse la place dans les institutions. Jean-Louis Bourlanges. Oui, moi je crois que le diagnostic vos deux diagnostics sont justes. Celui de Nicolas est un peu véhément, mais il est globalement juste. Il y a un point où je corrigerai un peu sur l'anti-occidentalisme. Je pense que le rôle très important que joue l'Inde est très intéressant parce que l'Inde est un pays qui
manifestement vient de loin, a toujours été dans un tandem, une relation indo-russe extraordinairement étroite, et vraiment insensiblement, ou même sensiblement, il se rapproche de l'Europe et surtout des États-Unis. Nous en sommes d'ailleurs les bénéficiaires. On a non seulement vendu des Rafales, mais on a vendu énormément d'Airbus, on vend énormément de matériel militaire. Ils sont associés avec les Américains dans le système de contrôle, de surveillance, et les anglo-saxons de surveillance de la Chine. Donc je crois qu'il faut ajouter cette dimension de division. Globalement, c'est un groupe anti-occidental, mais il y a cet énorme poids de l'Inde, qui d'ailleurs n'est pas du tout aligné sur l'Occident, qui est entièrement autonome. L'Inde, je vous dis quelque chose qui m'avait frappé, on m'a dit il faut aller voir à Bangalore une entreprise qui est française, Capgemini, vous allez voir. Je suis allé à Capgemini, accueil formidable, une boîte formidable. Il doit y avoir 80 000 personnes qui travaillent pour cette boîte à Bangalore. Je crois qu'il n'y a pas 5 Français. Et notamment, l'ensemble du staff est indien. Et d'ailleurs, mais dans une relation extrêmement positive, absolument pas revendicative, il y a absolument pas. Et d'ailleurs, ils ne sont pas. Il y a que des Indiens. Il n'y a pas de gens de Singapour, il n'y a pas de gens du Golfe, il y a évidemment pas de gens du Pakistan, etc. Enfin, tout ça est vécu de façon extrêmement autonome. Et là, je crois que c'est ça qui caractérise chaque État du BRICS, c'est sa réalité, son unité. Donc de là, comment peut-on faire autre chose qu'un forum? Alors on peut discuter à l'infini sur l'utilité ou l'inutilité des forums. Moi, si je commence à dire que les forums servent à rien, je me pose quand même des questions d'identité. Autre question, monsieur. Merci. Moi, je voudrais revenir un petit peu sur ce que vous avez dit à propos du président de la République, parce que je trouve que je suis resté un peu sur ma faim sur la question de est-ce que son système de gouvernance fonctionne techniquement. J'ai compris que c'était un grand communicant international, et cet aspect de forme, oui, mais sur le fond technique, est-ce que ça fonctionne? J'ai eu l'impression que vous pouvez approfondir. Alors, avant que Jean-Louis ne développe sa partie médiane qui répond sûrement à votre question, Nicole Nesotto a quelque chose à dire, et elle a l'intention de le dire au moins aussi longtemps que Jean-Louis. Non, parce que en vertu d'un système de parité... Non, personne ne peut battre Jean-Louis sur le président. Sur ce sujet-là, je vous laisse parler très, très volontiers. Non, d'abord, on peut se poser effectivement la question de l'efficacité. Premièrement, quand on regarde tout simplement l'image du président de la République, est-ce que ça lui sert, lui ? La réponse n'est pas claire. Quand on regarde sa cote de popularité, elle est à peu près stable, entre 25 et 28%. Et à la rentrée, là, elle a baissé de 1 point. Donc, on ne peut pas dire que son agitation médiatique le dessert ou le sert. Je crois que c'est neutre. Est-ce que c'est efficace sur le plan des résultats ? Là, on ne peut pas le dire non plus, puisqu'il a annoncé tellement de choses dont la réalisation ne se fera pas en 15 jours, qui se feront dans 3 mois, 6 mois, 1 an. Donc, c'est très difficile de conclure d'un lien entre les résultats politiques ou économiques et son mode de gouvernance. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que, et à sa décharge, c'est qu'il n'a vraiment pas de chance, parce que il est en train donc d'essayer de convaincre l'opinion publique française qu'il est partout, qu'il contrôle bien la situation, qu'il a une idée sur tous les problèmes. Ça ne marche pas vraiment parce que sa cote reste assez basse quand même. Au moment en plus où les résultats économiques de la France sont bons. Et c'est ça le grand paradoxe d'Emmanuel Macron. La France est aujourd'hui dans une situation économique qui est relativement favorable, même bien meilleure que celle de l'Allemagne. Le chômage qui était de 9% quand il a pris le pouvoir, il est aujourd'hui à moins de 7%. Les exportations depuis 2 mois sont supérieures aux importations françaises. La croissance est bien meilleure au 3e trimestre qu'on l'avait prévu à Bercy. Donc, les résultats sont bons. Or, ni le moral des ménages, ni le moral des investisseurs ne suivent. Et donc, on a l'impression qu'Emmanuel Macron s'agite pour essayer quand même de faire prendre corps à ces bons résultats. Et on a l'impression qu'il y a un décalage énorme entre le ressenti des Français et les performances économiques de son gouvernement qui sont réelles. Richard Verly.
Oui, c'est un peu ce que j'allais dire. C'est-à-dire, ça marche avec la France, ça marche pas avec les Français. Et ça marche avec la France quand elle est, j'allais presque dire, offshore du point de vue économique. C'est-à-dire avec ces grands groupes dont on sait qu'ils réalisent pour la plupart leurs profits et leurs performances dans le monde, à l'étranger et pas sur le territoire hexagonal. Donc il y a un vrai problème d'efficacité, je dirais, d'Emmanuel Macron, à mon avis, sur deux terrains. D'abord sur le terrain de l'administration elle-même, parce qu'il a quand même, et il continue systématiquement de crisper avant de donner des consignes. On prend l'exemple du corps diplomatique. Il a quand même semé la panique absolue au sein des diplomates français en remettant en cause leur statut, ce qui, à mon avis personnel, n'était pas complètement illégitime, mais c'est un autre sujet. Mais il les a crispés et maintenant, on voit bien que sa ministre, Catherine Colonna, passe son temps à essayer de les rassurer, les diplomates. Donc, que de temps perdu. Et il s'est comporté comme ça dans pas mal de domaines. Mais sur le plan, je dirais, macroéconomique et sur le plan de ce que lui vit comme la nécessité d'un renouveau français, d'un repositionnement de la France comme étant un pays plus à l'aise avec la mondialisation, notamment sur le plan économique, il est peut-être en train de réussir, et c'est d'ailleurs pour ça que la presse internationale lui donne un crédit que les médias français ne lui donnent pas. Marc-Olivier. Oui, très brièvement, pour répondre, puisque la question est très juste, très intéressante. Techniquement, par exemple, les textes sont votés au Parlement. Il n'y a pas de blocage du Parlement, même s'il y a un usage des amendements qui est complètement délirant pour bloquer la discussion. Mais le gouvernement d'Elisabeth Borne trouve des majorités, et pas seulement à cause du 49-3. Il y a des majorités qui sont trouvées, les textes sont votés, les choses fonctionnent. Moi, je pense, et juste deuxième remarque, que Emmanuel Macron pêche par économisme. C'est-à-dire qu'il pense que les bons résultats économiques vont redonner de la confiance aux Français. Et moi, ça, je n'en suis pas tout à fait convaincu, parce que, justement, cette représentation dans laquelle, finalement, le pilotage du pays relève d'un homme, c'est un facteur de défiance. Ça ne peut pas créer la confiance. Je donne un exemple. On a quand même vécu une phase extrêmement violente et déroutante d'émeutes urbaines. Et il devait y avoir une rencontre interministérielle où les ministères devaient faire remonter des projets pour dire quelles sont les réponses qu'il faut apporter à cette question qui est multidimensionnelle, extrêmement complexe, etc. Et la réunion a été annulée parce que les remontées des ministères n'ont rien donné. Donc c'est là qu'il y a plutôt une paralysie. Il y a une paralysie du côté de l'initiative, du projet politique, de l'imagination. Jean-Louis Bourlanges. Oui, c'est effectivement, je crois que je partage en tout cas un peu de la perplexité quand je regarde ce qui a été fait depuis 6 ans. Ce qui me frappe, c'est quand même une assez grande difficulté à apporter des réponses constantes aux problèmes. On sent un équilibre qui se cherche et qui se trouve peu à peu. Prenons plusieurs exemples. L'OTAN. L'OTAN était en mort cérébrale, considéré comme en mort cérébrale. Il est aujourd'hui courtisé. Mais en réalité, l'équilibre, on le voit bien. L'OTAN n'était pas en mort cérébrale, mais en coma profond. On sort du coma, on ne sort pas de la mort cérébrale. Et le fait qu'on se resserre, qu'on resserre nos liens avec l'OTAN, ne nous empêche pas de considérer que la perspective de voir, par exemple, M. Trump élu une seconde fois plutôt aux États-Unis, et pose un problème de la capacité européenne à exercer sa défense. Donc on voit bien que le balancier oscille et qu'on cherche un équilibre. Même chose sur l'énergie nucléaire. Ce n'est pas du tout le même discours du temps de M. Hulot, qui était le discours écologique dingue, tempéré par la mollesse. Et là, on a vraiment fait un changement qualitatif profond en estimant que l'essentiel l'un des deux aspects, à part la sobriété de la consommation, l'aspect essentiel, c'était le développement d'une société électrique et que l'électricité passait en grande partie par le développement du nucléaire et de tout ce qui entoure le nucléaire. Donc on a fait un choix qui est un choix de rupture par rapport à cela, mais ça a été lent.
Et d'ailleurs, la Première ministre était, n'oublions pas, directrice de cabinet de Ségolène Royal au temps des errements du pays. Sur l'éducation nationale, on voit bien qu'on a eu moi, je regrette beaucoup qu'on n'ait pas accompagné dans les premières années du mandat Monsieur Blanquer, qui avait vraiment donné des impulsions nouvelles et qu'on a laissé un peu seul, sans trop de moyens, et confronté à un milieu qui est toujours un milieu difficile. Mais après, on est passé à Papenda, et moi, je comprends tout ce qu'on veut, mais c'était un autre discours, et on l'a pas du tout, expliqué. Alors maintenant, on tombe sur un garçon qui est très brillant, très sympathique en plus, qui est Gabriel Attal, qui est extrêmement plastique, qui connaît parfaitement la politique et qui a, je crois, très bien compris qu'il s'agissait pour lui de tisser tous ces fils et de les remettre ensemble. Mais là, la chose n'est pas faite. Sur l'Europe, on voit bien une hésitation très profonde entre deux lectures du projet. On est tous accordés sur le projet européen, mais il y a une lecture progressiste, c'est un mot que l'employait Emmanuel Macron, qui n'emploie plus trop, qui pour moi était assez connoté. Les progressistes, c'était les communistes qui ne voulaient pas dire leur nom. Mais c'était alors le progressif qui culmine notamment sur la culture LGBTiste, qui est certainement un élément très important de notre pacte social, mais qui n'est certainement pas la chose centrale sur l'Europe. On a beaucoup de choses à reprocher à Orban, par exemple, au-delà de ça. Et puis, d'autre part, l'Europe puissance, c'est-à-dire la constitution, face à ce que nous avons dit tout à l'heure sur la montée du reste du monde, d'une Europe forte. Alors, tout ça est très évident. Alors, pourquoi Quel est le problème? Je crois que le président est très brillant, je l'ai dit tout à l'heure. Je crois que pour ça que je trouve honteux qu'au stade de France, les Français sifflent le président. On peut être en désaccord avec sa politique, mais on est l'État hôte de la match de rugby. On se tient. On a un président de la République, il a été élu, il ne s'est livré à aucun forfait, aucun crime, aucun truc. On peut être d'accord ou pas d'accord avec lui. Le sifflet, c'est vraiment une chose tout à fait inadmissible. Mais il y a quand même trois problèmes. D'abord, le problème institutionnel, je n'y reviens pas, mais la réponse assez égocentrée à un problème de partage de pouvoir, là, il y a une question. Il y a le problème de la confrontation à l'intérieur de l'Europe entre un modèle qui va vers plus d'intégration et une résistance souverainiste très importante avec l'Italie, la Pologne, la Hongrie et d'autres, et donc une très grande difficulté à trouver une articulation opérationnelle à cela. Et il y a enfin le grand problème qui n'a pas été résolu, qui est le problème de la bureaucratie ou de la technocratie française. Là, on a tout reste à faire, et ce ne sont pas effectivement les modifications au sommet du corps diplomatique et du corps préfectoral qui sont une réponse. Donc là, il y a trois grandes choses à faire, ce qui prouve que Macron ne sera pas élu, puisqu'il ne sera pas candidat, mais qu'il y aura encore du travail pour son successeur. Je vois que les questions s'annoncent encore nombreuses. Je vous propose donc d'interrompre le présent enregistrement et d'en consacrer un nouveau aux questions qui vont maintenant venir. Voilà, sans plus tarder, procédons à cet enregistrement. Un tout petit moment pour recaler nos instruments.